La séance est ouverte. Mes chers collègues, nos deux auditions du jour sont consacrées à l'examen de la situation du groupe Crédit Commercial de France, CCF, qui a annoncé il y a plusieurs mois un projet de transformation profond impliquant la fermeture de plusieurs dizaines d'agences et la suppression d'environ 1350 emplois. Ce projet suppose l'établissement et la mise en œuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi que la direction et les syndicats négocient en ce moment et pour quelques semaines encore. Pour évoquer le sujet et toutes les questions qui entourent, nous recevons les organisations syndicales représentatives qui représentent le groupe. Pour Force ouvrière FO, M. Éric Poyer, Mme Carole Seb et M. Loïc Nicolas, délégués syndicaux nationaux. Pour la CFTC, M. Jean-Jacques Herry et Mme Karine Arbemont, délégués syndicaux. Pour la CFDT, Madame Stéphanie Sade, déléguée syndicale et élue au comité social et économique, le CSE, et M. Thierry Rochefeuille, secrétaire du CSE. Il y a également Madame Frédérique Dupraz et Sandrine Leménager, ainsi que M. Philippe Légeau, délégués syndicaux. Pour le CNB-CFE-CGC, Madame Edwige Desplanches, déléguée syndicale et élue au CSE, et Madame Amélie Ramé, élue au CSE également. Cécile Genot et Madame Delphine de Chêne, déléguée syndicale. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de prendre le temps de répondre à notre sollicitation. Vos témoignages seront assurément utiles et précieux aux travaux de la commission d'enquête. Je vous précise à toute fin utile que l'audition qui y suivra sera celle de la direction de l'entreprise. Je vais vous passer tour à tour la parole pour une intervention liminaire d'une durée comprise entre 5 et 10 minutes. Quand je dis tour à tour, c'est par syndicat. Puis nous procéderons à un échange sous forme de questions et de réponses. Je vous remercie également de nous déclarer tout intérêt public ou privé de nature à influencer vos déclarations. Auparavant, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relatif au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes qui sont auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie et je vais laisser la parole pour commencer à Force ouvrière pour une intervention liminaire de 5 à 10 minutes. Excusez-moi, si vous le voulez bien, messieurs le président et monsieur le rapporteur, on se prononce au nom de l'ensemble des organisations syndicales de l'entreprise, une première intervention de la part de MMB et une deuxième intervention de la part des organisations syndicales du CCF. Si vous êtes d'accord entre vous, ça me convient parfaitement. Juste que nous, on suit un ordre protocolaire standard. Tout à fait. On peut s'adapter, il n'y a aucun problème. Enfin, Très si bien. monsieur le rapporteur est d'accord. Bonjour à tous. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les députés, merci pour cette invitation afin d'échanger sur le sujet grave des licenciements. Nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger sur les défaillances des pouvoirs publics sur les plans de licenciement. Parmi les multiples types de plans de licenciement, nous trouvons les PSE. De plus, chaque PSE est différent d'une entreprise à l'autre. Cela dépend qu'il s'agisse d'une PME, d'une grande entreprise, d'entité d'un grand groupe ou non. Tous les élus ici présents sont confrontés à un PSE construit avec la même logique sur deux entités d'un même groupe avec des historiques et des situations financières différentes. Les salariés du groupe Crédit Commercial de France vivent actuellement un plan de transformation majeur du groupe avec un PSE qui vise à supprimer le même ratio de postes dans les deux entités que sont la Banque Crédit Commercial de France et My Money Bank. Au total, chaque entité perdra un peu plus d'un tiers de ses effectifs. L'entité My Money Bank sort quant à elle d'une RCC en 2024. Au total, en 3 ans, notre entité MMB aura perdu plus de 40% de son effectif. Au niveau de l'entité My Money Bank, que nous représentons avec quelques élus ici présents, après cette RCC, la direction nous impose donc un PSE
pour un motif de meilleure rentabilité financière. Actuellement, avant la mise en place de ce PSE, nos équipes sont déjà en difficulté en termes de charge de travail. À notre avis, l'arrivée de ce plan augmentera les risques psychosociaux dans notre entité. Certains PSE peuvent sans doute permettre de garantir l'avenir d'entreprises en grande difficulté, mais dans le cas d'une entreprise où la seule raison du PSE est d'augmenter encore plus la rentabilité pour l'actionnaire, cela n'est pas justifié et encore moins acceptable avec des départs contraints. C'est là que nous pensons que les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer en changeant les règles du jeu. Actuellement, les CSE n'ont qu'un avis consultatif sur le volet économique et conditions de travail du PSE. Lors de la durée des consultations, les élus, avec les informations fournies par des experts indépendants de l'entreprise sur les sujets économiques, financiers et sociaux, devraient avoir le pouvoir de contraindre les directions à revoir ou annuler certains PSE avant même leur envoi pour validation à la DRIEETS. Merci pour votre attention. Je laisse maintenant la parole à ma collègue Edwige pour toujours MMB. Attendez, il faut que vous coupiez votre micro pour que le micro puisse... C'est bon. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir conviés à cette séance pour appuyer les propos de Thierry. En tant que délégué syndical récemment désigné, je mène déjà les négociations de mon second plan de restructuration chez My Money Bank en l'espace d'1 an et demi. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que les mesures d'accompagnement et autres lignes d'écoute psychologique sont mises en lumière auprès des collaborateurs seulement après la crise amorcée, mais aucune réelle mesure de prévention. À titre d'exemple, chez nous, la formation sur les risques psychosociaux a été dispensée chez My Money Bank après l'annonce du plan. On trouve ça plutôt regrettable. À mon sens, également, l'accompagnement des pouvoirs publics est insuffisant. La lecture du motif économique est souvent complexe et les informations essentielles à sa bonne compréhension sont données au compte-gouttes par les directions et souvent tardivement. Les recommandations et autres lettres d'observation faites par les DRIEETS sont souvent trop sommaires et les points clés sont survolés. Aucun levier n'est donné aux organisations syndicales pour le challenger. En tant qu'élu, je me demande souvent de quels moyens nous disposons réellement pour limiter ces restructurations. Et pour votre information, My Money Bank a été Sovac, Royal Saint-Georges, GE Capital Bank, BESV. Elle fait partie pour le moment du groupe CCF, mais qu'en est-il du devenir de My Money Bank ? Je passe maintenant repasse la parole à ma collègue Stéphanie. Merci Edwige. Mesdames et messieurs, je vous remercie également de nous avoir conviés à cette commission afin que nous puissions nous exprimer sur la situation délicate que My Money Bank vit aujourd'hui, à savoir un plan de sauvegarde de l'emploi. Malheureusement, force est de constater que My Money Bank en a la triste habitude. À titre personnel, il s'agit de mon premier PSE en tant que déléguée syndicale, mais en tant que collaboratrice dans l'entreprise depuis 18 ans, je ne les compte plus. À raison d'un plan tous les 2 ans environ, que ce soit pour cause de fermeture ou de vente d'activités, de rachat ou vente d'entreprises, de délocalisation des équipes opérationnelles, je vous partage mon inquiétude concernant l'usure des salariés et des risques psychosociaux qui en découlent. Le plan de sauvegarde de l'emploi vise à protéger en priorité les collaborateurs qui vont perdre leur emploi, mais il est primordial d'envisager également un accompagnement décent des collaborateurs restants qui sont aujourd'hui dans une grande détresse. Cela fait également partie de la préservation de l'emploi à plus long terme. Nous notons également que ce plan intervient à peine, comme disait Thierry, suite à une rupture conventionnelle collective finalisée en 2024. Même s'il existe aujourd'hui un dispositif d'accompagnement, des lignes téléphoniques psychologiques, présence d'un psychologue sur site, des formations, il reste clairement insuffisant. Le manque de considération, notamment via les notations, la surcharge de travail déjà existante dans des équipes déjà fragilisées par la RCC, le manque ou mauvaise communication des managers sont des éléments clés à revoir urgemment. La corde est plus que tendue et les collaborateurs ont à peine le temps de reprendre leur souffle qu'il faut à nouveau se réinventer. Nous sommes sans cesse dans la réaction, mais jamais dans l'anticipation. Des alertes ont été lancées, des constats ont été effectués, des propositions ont été apportées en vain. Des décisions sont prises pour l'avenir alors que le présent est bancal. C'est incompréhensible. Tous ces éléments auraient pu et auraient dû être mieux préparés en sollicitant les élus tout en amont du projet. C'est là que nous avons besoin de vous. L'objectif est de créer un véritable échange afin de trouver le juste équilibre entre ce qui doit être fait et comment le faire intelligemment.
Nous sommes sur le terrain, nous savons, nous le vivons. Notre rôle de négociateur est très important. Toutefois, celui de médiateur l'est encore plus. Nous sommes le réceptacle des angoisses et des inquiétudes de nos collaborateurs et nous demeurons souvent impuissants par faute de moyens. Quelle crédibilité avons-nous auprès des salariés quand nous n'avons que très peu, voire aucune marge de manœuvre? Les règles du jeu doivent être changées pour le bien de tous. Il est primordial que les pouvoirs publics se penchent sur les mesures d'accompagnement réelles mises en place en amont et pendant le plan et imposent un contrôle de ces dernières pour permettre aux collaborateurs de l'entreprise de demain d'exercer leur métier dans de bonnes conditions, afin de ne pas les retrouver plus tard sur le marché de l'emploi ou pire en arrêt de travail. L'humain est un enjeu majeur de réussite de ce plan. Malgré un bon dialogue social, la direction entend mais n'écoute pas. Mais peut-être écoutera-t-elle la commission. Je vous remercie. Je laisse la parole à Sandrine. C'est bon. Mesdames, Messieurs, au nom des organisations syndicales du CCF, je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez aujourd'hui d'exprimer, de porter la voix des salariés de l'entreprise CCF et de nous exprimer sur le projet de défaisance sociale qui est envisagé par l'entreprise CCF. En préambule, nous souhaitons vous rappeler certains faits de l'histoire récente du groupe CCF. En fait, le CCF d'aujourd'hui est une recréation et n'est pas une banque centenaire. Elle s'est construite sur la revente par HSBC, groupe bancaire international, de la partie banque de réseau particulier, HSBC ayant conservé d'autres activités, dont la banque d'investissement. En juin 2021, HSBC a présenté au CSE un projet de cession de ses activités banque de détail en France. L'opération concernait, au départ, le transfert de 3 884 salariés. Il ne s'agissait pas de la cession d'une banque ou d'une entité juridique, mais bien du détourage d'une partie de l'activité d'HSBC en France, ce qui n'a pas manqué de poser question sur le caractère autonome de l'opération. L'opération a pris beaucoup de temps, puisqu'elle s'est finalement réalisée le 2 janvier 2024. Cette opération a surpris et inquiété surtout pour deux raisons. La première, c'est l'identité de l'acquéreur, qui est un fonds d'investissement américain, Cerberus. L'acquéreur était juridiquement la Banque des Caraïbes, une petite banque qui avait moins de 200 salariés, qui avait été achetée en 2020 à la Société Générale par ce fonds d'investissement Cerberus, qui a fermé les agences et licencié la plupart des salariés situés dans les départements ultramarins. Cette acquisition ne visait pour Cerberus qu'à disposer de la licence bancaire indispensable pour pouvoir absorber les activités du réseau HSBC. La Banque des Caraïbes est une filiale de My Money Group qui est lui-même constituée d'acquisitions récentes d'activités financières de taille réduite, notamment auprès de General Electric, et ça, mes collègues de MMB l'ont bien dit. MMG est elle-même filiale de plusieurs holdings néerlandaises, Promontoria, gérées par ce fonds d'investissement américain Cerberus. Vous voyez que le montage est très compliqué. Dès le début, Cerberus a indiqué son intention de redresser l'activité pour revendre l'entité. La direction d'HSBC communiquait toutefois au CSE sur un projet offrant des perspectives favorables au nouvel ensemble. Communication qui s'avérera rapidement un mensonge porté par Cerberus et les dirigeants de MMB, tant auprès des élus que du ministre de l'économie d'alors, et nous tenons un courrier de ce dernier à votre disposition si besoin. Je laisse mon collègue Jean-Jacques continuer. Bonjour mesdames et messieurs. Les conditions financières de cette vente sont encore plus atypiques. Cerberus a acheté les activités d'HSBC pour 1 euro symbolique, alors que l'actif cédé avait une valeur de l'ordre de 1,7 milliard d'euros. En outre, suite à l'évolution des conditions des ventes, HSBC a conservé dans ses comptes 7,1 milliards d'euros d'encours de crédit à taux faible, donc qui représente une charge pour HSBC qui ne paie pas CCF et les a remplacés dans le bilan CCF par des dépôts de la Banque centrale.
Des liquidités qui avaient la hausse des taux se sont avérées beaucoup plus rémunératrices pour le CCF. À l'occasion de cette opération, le groupe réalise une plus-value de près de 2,5 milliards d'euros, ce qui porte le résultat net après impôts publié par le groupe à 2,25 milliards d'euros en 2024. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle opération? La réponse est assez simple. Ce qu'achetait My Money Group, Cerberus, les activités de banque de détail d'HSBC nécessitaient sans doute des réorganisations et des investissements. Cerberus a reçu l'argent pour réaliser ce plan. Mais très vite, les choses ont changé et le vrai visage de Cerberus s'est montré. Alors que la direction avait donné une garantie d'emploi de 12 mois en s'engageant à ne procéder à aucun licenciement contraint durant cette bien courte période. Le 2 octobre, dans le cadre des orientations stratégiques, la direction a annoncé réfléchir à des suppressions de postes et des fermetures d'agences. Le 4 décembre, elle a annoncé un plan de 1400 suppressions de postes et 83 fermetures d'agences, moins de 12 mois après l'acquisition. Alors que Cerberus a réalisé une plus-value conséquente et acquis un actif net de 1,7 milliard d'euros pour 1 euro symbolique. Elle essaie de faire croire aujourd'hui qu'elle ne dispose que de très peu de moyens pour investir, réorganiser et porter un plan digne. Il n'est plus question pour l'actionnaire d'investir massivement. Une somme d'à peine 80 millions d'euros est annoncée. Le CCF doit financer lui-même sa propre réorganisation, comme le font des fonds d'investissement dans le cadre des LBO. La justification du plan aujourd'hui, c'est la sauvegarde de la compétitivité. L'acheteur, il y a un an, savait ce qu'il faisait. On se demande d'ailleurs comment les autorités de contrôle n'ont pas pu le percevoir. Il a perçu une somme lui permettant d'investir, mais ce qu'il veut, c'est supprimer des postes, faire payer aux salariés et à la collectivité son plan. Merci. Je passe la parole à Delphine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, par rapport à ce qui a été dit, il faut garder en tête que nous sommes CCF que depuis un an. Avant, nous étions HSBC. À la question si d'autres mesures de gestion de l'emploi ont-elles été mises en place? Alors récemment, c'est ce que nous vivons. Par contre, chez HSBC, en amont de la session, bien qu'elle n'ait pas directement impliqué la banque de détail, nous avons eu à subir, nous avons vécu un PSE PDV qui a également été sur la banque de marché. Et nous avons également eu 2 RCC, respectivement sur le marché de l'entreprise et sur les fonctions support. Concernant CCF, notre sentiment, c'est qu'aucune tentative de mesure alternative en amont de ce plan n'a été tentée. L'annonce qui nous a été faite était celle d'un PSE dur, avec le cœur serré, une suppression de 42% de l'effectif transféré d'HSBC. 42%. Alors qu'au départ, ce projet devait plutôt créer de l'espoir. À la question des OS, concernant le choix de la direction sur ce PSE, pourquoi pas de PDV ou d'autres outils, tels que M. Macron les a créés, la RCC, que nous avions déjà vécu et expérimenté. La réponse de la direction a été courte. C'est notre choix. On n'en fera qu'un. On a un budget, il est limité. Voilà. Donc si effectivement il y en avait d'autres, attendez-vous à que le budget, les mesures soient moins intéressantes. Selon nous, ce PSE il était prévu dès le départ par HSBC. Il serait préfinancé par HSBC. Et aujourd'hui,
ce que l'on ressent, c'est que cette opération ressemble à un modèle d'externalisation d'un plan porté par un financier. Merci de m'avoir écouté et je passe la parole à la personne suivante. Oui, merci. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ampleur du plan. Ce qui nous a vraiment surpris, en effet, quand on a eu l'annonce, c'est la dimension. C'est plus de 40%, comme vient de le dire de ma collègue, des salariés qui sont concernés par une suppression de leur poste. C'est un nombre conséquent de fermetures d'agences, donc qui laisse des territoires sans aucune présence. Et ça interroge déjà sur le devenir du CCF demain. Concernant le PSE à proprement parler, ça fait 3 mois que nous sommes en négociation et au final, nous n'avons obtenu que très peu d'avancées. Nous venons à peine de terminer l'étude des catégories professionnelles sans être totalement d'accord avec la direction. C'est la raison pour laquelle on a déjà dû proroger le délai de consultation du CSE puisqu'on est passé à une consultation prévue en début juillet. Au niveau des catégories professionnelles, il faut savoir que le nombre est bien trop conséquent. Il est aujourd'hui à 155, ce qui permet un ciblage trop élevé des salariés, en fait. Notre volonté à nous, les organisations syndicales, c'est d'élargir ces catégories professionnelles afin de limiter les départs contraints en privilégiant le volontariat. Et là, on a déjà une faille avec la direction, on n'arrive pas à arriver à ce qu'on voudrait, c'est-à-dire réduire le nombre de catégories professionnelles. Il faut savoir que chez HSBC, au même périmètre, en intégrant les fonctions support en lien avec le réseau, on était à 60 catégories professionnelles. Et là, on nous présente un plan avec 200 catégories professionnelles au départ sur un même périmètre. Donc si ce n'est pas du ciblage de certains postes, on ne se l'explique pas. Donc, concernant l'ensemble des mesures proposées, ce que l'on peut dire, c'est qu'elles sont significativement, à ce jour, inférieures aux 3 derniers plans que nous avons connus au sein d'HSBC. Ce plan est moins-disant sur un grand nombre de mesures, alors même que, vous le savez, la situation du marché de l'emploi se tend et que l'entreprise, surtout, a les moyens de faire mieux. Eu égard aux 2,5 milliards de plus-value qu'elle a enregistrées. Et puis ce plan nous interpelle également avec des mesures d'ordre de licenciement qui insistent beaucoup plus sur la note de performance des salariés que sur les critères de fragilité des salariés qui, eux aussi, vont se retrouver sur un marché de l'emploi tendu avec des situations compliquées parfois. Alors, en ce qui concerne la Driette, nous, on peut dire qu'on a plutôt une bonne perception parce qu'elle a quand même, il faut savoir qu'elle a adressé un courrier de 12 pages à la direction du CCF en lui demandant de revoir un grand nombre de points, ce qui nous conforte, nous, dans nos demandes. Et plus de 3 semaines après l'envoi de ce courrier, la direction du CCF n'a toujours pas répondu à la Driette. Voilà ce que je voulais dire au niveau du PSE. Je passe la parole à Carole. Merci Frédéric. Comme Frédéric vient de le dire, les évolutions du PSE sont actuellement à la marge. La direction nous dit qu'elle fait beaucoup de réunions, mais en fait on accumule des réunions au sein desquelles elle ne répond pas, ou peu. Ou simplement elle nous explique pourquoi elle ne bougera pas. Au bout de 3 mois de négociations, 9 réunions, les catégories professionnelles n'ont toujours pas véritablement évolué. Quand nous étions chez HSBC, nous avons fait un PSE dans lequel nous avions défini pour la banque entière qui comportait d'autres métiers, 60 catégories professionnelles. La direction est arrivée vers nous avec un plan avec 207 catégories professionnelles. Ça ressemble à du ciblage. Aujourd'hui, rien que pour le CCF, sans parler de nos collègues MMB, le plan comporte encore 145 catégories professionnelles différentes, dont 110 qui comptent maximum 9 salariés. 37 catégories professionnelles au sein desquelles il y aurait plus de 2/3 des suppressions de postes. Il reste encore des catégories professionnelles avec un seul salarié. Il y en a beaucoup qui sont encore avec 50% de suppression de postes. Nous nous battons pour sauver les emplois. Pour les emplois qui ne pourraient être sauvés, nous cherchons à limiter le plus possible les licenciements contraints. Pour ce faire,
Nous cherchons à élargir le plus possible le volontariat. Et malheureusement, nous ne sommes que très peu entendus. C'est très symptomatique sur les fonctions support et centrales. Par exemple, avec à l'heure actuelle le télétravail et tous les moyens modernes de communication, qui sont d'ailleurs mis en avant par la direction dans le cadre du projet, nous pourrions éviter des suppressions de postes, en tout cas des départs contraints, en supprimant les zones géographiques sur les fonctions support. Par exemple, sur les fonctions opérations, sur les fonctions informatiques, sur les fonctions de coaching. Bien sûr, on ne le demande pas pour les commerciaux ou les lignes accueil des agences, ça doit être localisé. Mais pour tout ce qui est fonction d'analyse, par exemple l'analyse des dossiers immobiliers, où actuellement les experts immobiliers sont répartis partout dans le territoire, supprimer les emplois partout dans le territoire pour les concentrer qu'à Paris, de nos jours, n'a pas de sens. Nous avons plusieurs exemples comme ceci et nous ne sommes pas entendus. La direction va même jusqu'à supprimer des postes à certains endroits pour les recréer à d'autres. Comme le disait Frédéric, nous demandons également régulièrement la mise à jour du livre 1 pour acter les quelques évolutions sur lesquelles nous sommes arrivés, mais la direction ne nous l'a toujours pas remis. L'absence d'actualisation du livre 1, alors que la négociation a commencé depuis plus de 3 mois, pourrait s'assimiler à une stratégie consistant à ne pas acter la moindre évolution dans le cadre des négociations et à priver les organisations syndicales de tout repère. Alors, la question qu'on se pose, c'est quelle confiance peut-on avoir dans une direction qui, à peine la garantie d'emploi de 12 mois écoulés, engage un plan avec plus de 1200 suppressions de postes occupés, auxquelles s'ajoutent 100 modifications de postes qui pourraient amener à des suppressions d'emplois supplémentaires. 42% du personnel supprimé, moins d'un an après la cession. Les organisations syndicales autour de la table ont du mal à se projeter à l'issue de la négociation, étant entendu que cette dernière est toujours bloquée sur les catégories professionnelles. Nous n'avons pas encore abordé les mesures d'accompagnement à proprement parler. Nous commençons tout juste à parler des critères de départage et de licenciement. Je laisse la parole à Philippe Légiot qui va embrayer sur les répercussions en matière de risques psychosociaux de toutes ces évolutions. Oui, bonjour et merci pour votre accueil. Donc je voulais juste revenir sur l'enquête triennale qui a été faite par le syndicat national de la banque sur les risques psychosociaux des salariés dans le milieu de la banque, où le taux de 44% sur 10 000 personnes interrogées ressort. Donc 44% de 10 000 personnes, c'est 4 400 personnes qui aujourd'hui se sentent sur un risque psychosocial à venir. Donc c'est très important. Aujourd'hui, quelle est la situation actuelle des salariés du CCF? Les salariés du CCF sortent d'une longue période d'incertitude qui a été éprouvante puisque le projet de cession a été mis sur la table en 2021. La bascule a été faite en 2024. Donc l'ampleur des réductions d'effectifs a créé un effet de sidération très important. Il y a une grande défiance vis-à-vis du repreneur et des actionnaires, la perception d'une pression commerciale qui est accrue, des équipes qui exercent depuis tout ce temps en conditions dégradées, depuis le transfert en l'occurrence, et aussi un point très important, le manque de respect de la procédure du PSE par les managers qui occasionnent des situations de souffrance au travail et un yo-yo, si je peux employer ce terme, émotionnel, intense auprès des collaborateurs. Le monde de la banque, c'est une forte pression avec des objectifs commerciaux agressifs, une culture de la performance, une charge de travail importante, une complexité des produits, complexité de la réglementation, sans parler de la relation avec les clients qui est souvent de plus en plus exigeante et souvent malheureusement de plus en plus conflictuelle.
Donc, on peut dire que les risques de burn-out, pour employer un terme américanisé, mais que tout le monde connaît, dans le secteur bancaire sont multifactoriels et résultent d'une combinaison de fortes pressions. On pourrait rajouter qu'il est crucial pour les entreprises du secteur bancaire peut-être de commencer à prendre conscience de ces risques et de mettre en place des mesures de prévention et de soutien pour le bien-être de ses employés. Pour répondre à donc, une question qui est posée dans les questions que vous nous avez proposées, alors il est certain que le risque de burn-out est très important pour les salariés non concernés par le plan, puisqu'ils seront très rapidement soumis à une forte pression qui entraînera des répercussions sur leur santé et d'autant plus accentuées parce que non concernés par une possibilité de départ. Mais on peut aussi rajouter, bien sûr, que le risque de burn-out, et en tout cas de complexité mentale, sera aussi important pour les salariés qui se verront licenciés, parce qu'il y aura des licenciés en départ contraint. Merci de m'avoir écouté. Je passe la parole à Loïc. Et je coupe le micro. Juste pour compléter, Philippe, en 2 secondes, les managers de l'entreprise se seront retrouvés à devoir faire des annonces d'un plan qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ont appris 24 heures avant, ou même quelquefois 4 heures avant, et à devoir expliquer aux collaborateurs quelque chose qu'ils n'avaient pas encore digéré, et, sachant qu'ils étaient eux-mêmes impactés. Donc les risques touchent toutes les catégories professionnelles de l'entreprise. Et ajouter que le cabinet Technologia que nous avons mandaté a pris le CCF en cas d'école, c'est ce qu'il nous disait avant-hier, en cas d'école, pour expliquer comment tous les facteurs de risque sont réunis pour arriver à des risques graves dans une entreprise. Donc voilà, juste c'était pour compléter. Oui, si je peux juste rajouter aussi, effectivement, Carole, tu as raison, le fait que dans la communication qui est faite auprès des collaborateurs, qui est injustement faite, comme vient de le dire Carole, je parlais tout à l'heure d'un yo-yo émotionnel, c'est-à-dire que les gens apprennent qu'ils vont partir, apprennent qu'ils seront en départ contraint puisque leur poste est supprimé, ou apprennent qu'ils auront la possibilité de partir. Donc pour certains, ça peut effectivement être des objectifs ou des projets d'avenir. Un mois plus tard, les choses s'inversent. Un mois plus tard, les choses reviennent ou évoluent. Bref, quand je parle de yo-yo émotionnel, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour les collaborateurs de se projeter sur quelque chose. Certes, le plan n'est pas fini. Voilà. Donc j'attire cette attention au fait sur les problèmes de communication que peuvent engendrer les hiérarchies, les managers auprès des collaborateurs. Merci. Bien. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Monsieur et Madame les députés, je voulais porter un regard, enfin, je voulais vous expliquer un petit peu les négociations au sein du CCF, faire un petit peu l'état des lieux. Donc CCF et Cerberus avaient acté avec les organisations syndicales une garantie d'emploi pour les salariés sur une durée de 12 mois, à compter du 1er janvier 2024 dans le cadre d'un accord de transition. Le CCF et son actionnaire n'ont même pas attendu le terme de cette garantie pour annoncer à la presse le PSE bien avant les 12 mois. Cela démontre un certain mépris affiché à l'égard des organisations syndicales et du CSE. Le CCF se réfugie derrière le nombre de réunions importants pour tenter d'afficher un dialogue social constructif. Les discussions sont bloquées sur le premier thème de négociation que sont les catégories professionnelles. Après 9 réunions, nous sommes toujours à ce stade. Le CCF n'a pas hésité à créer une pression inacceptable sur les OS en faisant croire que celle-ci portait la responsabilité de l'absence d'avancée sur le livre 1 lors des réunions en présentiel comme en visioconférence. La direction générale communique directement aux salariés en leur faisant miroiter des mesures qui n'ont pas fait l'objet d'une négociation à ce jour. Le CCF ne conduit pas les négociations dans un cadre loyal, dans la mesure où la communication sur certains dispositifs du livre 1 non encore négociés avec les OS crée une pression inacceptable, vecteur elle-même de risques psychosociaux importants. Les échanges dans le cadre des négociations ne sont pas toujours constructifs. La direction ne répond pas forcément aux questions des OS et du CSE.
La direction ne fournit pas non plus à ce stade l'ensemble des documents sollicités par le CSE. Le directeur général n'hésite pas à expliquer publiquement que les représentants des OS sont responsables des pertes du CCF au regard de la durée de la négociation et que chaque jour supplémentaire coûterait 500 000 €, soit environ 10 à 15 000 € par salarié en moins dans le cadre du plan. C'est faux, effectivement. Les OS ne peuvent raisonnablement se projeter sur l'issue de la négociation et nous sommes bloqués toujours aux catégories professionnelles. Nous demandons donc à ce qu'on avance sur ce dossier-là. Je vais laisser la parole à Karine. Bonjour, je voulais porter à votre connaissance que nous sommes accompagnés par le cabinet d'avocats TN Avocats, représenté par Maître Thomas Novalik, et les experts ipso facto sur l'analyse juridique du livre 1 et accompagnement sur la stratégie liée à la négociation et analyse du livre 2, et Technologia sur l'analyse du livre 4 et les RPS. Je laisse la parole à Éric. Bonjour, Monsieur le Président, Messieurs les députés. Dans la liste de questions que vous avez sollicitées en amont de cette réunion, il y en a une qui soulevait nos craintes de fermeture à venir d'agences et de reproduire de nouveau une nouvelle réorganisation. Sans aucune ambiguïté, c'est effectivement notre crainte, pour au moins 3 raisons. La première, c'est le contexte actuel. La deuxième raison, c'est les fragilités intrinsèques du CCF. La troisième raison, c'est la stratégie plus que délétère de l'actionnaire. Déjà en 1978, le rapport Nouramenc avait dit « la banque sera la sidérurgie de demain ». Ça ne nous rajeunit pas. Mais aujourd'hui, il est vrai que les activités de la banque de détail sont elles-mêmes les plus en difficulté. Pour plusieurs raisons. Une des principales raisons est la hausse des taux que nous connaissons actuellement, qui vient fragiliser le bilan des banques, même s'il est vrai que la baisse des taux, dans le passé, a pu être bénéfique. La deuxième, c'est les effets d'une concurrence avec les néobanques. Chaque jour, on voit de nouveaux partenaires bancaires qui viennent sur le marché, qui apportent leur lot de digitalisation avec une mise en concurrence rude pour les réseaux physiques des agences. Une des deuxièmes raisons de nos craintes, c'est les fragilités intrinsèques du CCF, qui lui sont spécifiques. En France, le modèle de la banque est celui de la banque universelle, qui repose sur la complémentarité des activités au sein de la banque de détail, de gros, activités de marché, d'assurance, etc. Sur le fait également que la banque soit à la fois vendeuse de produits, mais également productrice. Elle vend des assurances-vie, des produits d'épargne qu'elle fabrique également. Ceci permet de compenser dans l'ensemble les baisses qu'on pourrait rencontrer par ailleurs. Or, le CCF est uniquement une banque de réseau de particuliers. Elle n'a pas d'autre type d'activité. Elle est donc moins résiliente et ne produit pas ce qu'elle vend. Pas d'assurance, pas de gérant d'actifs, pas de plateforme de paiement. Et donc ne perçoit qu'une partie de la marge. En résumé, le CCF est un réseau spécialisé sur un type de client qui vend des produits des autres. Une sorte de supermarché de la banque, si vous me passez l'expression. Ceci permet de compenser l'ensemble des variétés, des activités et hausses et des baisses. La troisième raison, et c'est peut-être la principale, c'est la stratégie délétère de l'actionnaire. Délétère. Malgré ce contexte et connaissant cette situation, qui était la nôtre du temps d'HSBC, l'actionnaire annonce qu'il vise 60% de coefficient d'exploitation. Le coefficient d'exploitation, c'est le rapport entre les charges et les produits. Un niveau qui n'est atteint par aucune autre banque physique en France. Ni aujourd'hui, ni hier. Je me suis projeté dans le passé, j'ai fait des études sur les 50 dernières années, et on n'a jamais retrouvé un tel coefficient d'exploitation pour les réseaux physiques. Ceci, par ailleurs, tout en se définissant comme une banque patrimoniale, donc qui va apporter un conseil aux clients. On ne parle pas ici d'une banque Internet. Cerberus ne pense qu'à une seule chose, c'est réduire les coûts, fermer des agences et supprimer des postes. Or, en fermant les agences, en réduisant les contrôles, en supprimant ces postes, etc.,
la qualité du service se dégrade. Les clients changent de banque et les nôtres sont particulièrement multibancarisés. Le coût du risque augmente. Nous avons fait à notre corps défendant, il y a quelques semaines, la une de la presse avec une fraude en interne de plus de 400 000 euros. 400 000 euros. Et ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Il y en a beaucoup d'autres au quotidien, pour les sommes plus modiques, mais il ne se passe quasiment pas un jour ou une semaine sans qu'il y ait de nouvelles fraudes qui ressortent. Et donc, naturellement, les revenus baissent. C'est un cercle vicieux qui s'engage et qui a peu de chances de ne pas se poursuivre. En outre, rien de ce qui est présenté, je parle là du projet, n'a été expérimenté. Ce sont uniquement des calculs faits sur des tableurs qui donnent un nombre de suppressions de postes, mais presque rien, enfin rien ou presque, pardon, n'existe réellement de manière concrète. Il aurait fallu faire des pilotes, investir dans des outils et dans les femmes et les hommes qui composent cette entreprise. Ce n'est pas la stratégie de Cerberus qui veut juste passer l'organisation à la paille de fer et vendre au meilleur prix. Mesdames et messieurs, à la fois nous, organisations syndicales, et à la fois vous, représentants du peuple, nous sommes là pour défendre l'emploi. Il y a presque 200 ans aujourd'hui, dans les entrailles de ce bâtiment, un de vos glorieux aînés, alors que la France s'apprêtait à rentrer en guerre, avait dit « de l'audace, encore de l'audace, et la France sera sauvée ». Faisons preuve de cette même audace pour défendre les emplois. Au sens large, aujourd'hui, nous sommes là pour parler du CCF. Hier, vous avez rencontré nos homologues de Michelin, vous avez poursuivi vos auditions. Ayons cette audace collective qui nous permettra de faire en sorte que la France puisse dignement défendre les emplois de ses citoyens. Que la France soit au rendez-vous des enjeux sociaux du XXIe siècle, qui seront encore plus nombreux avec l'apparition de l'intelligence artificielle. C'est un enjeu majeur que nous avons tous collectivement à affronter. Et c'est une lourde responsabilité que sont la vôtre, vous les politiques, de trouver les pare-feux à ces problèmes-là. Je vous remercie et je passe la parole à Sandrine. Peut-être qu'on pourrait aussi vous laisser nous poser des questions en rebond par rapport à tout ce qu'on vient de vous exposer, parce que c'est vrai que c'est assez dense et peut-être que vous avez des questions en rebond. Merci beaucoup. En effet, on a des questions, mais je voulais surtout pas vous couper. Vous aviez prévu une manière de présenter et je voulais vous laisser l'opportunité d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, on s'était servi de votre trame de questions pour intervenir chacun sur les sujets que vous nous aviez donnés. Donc, on peut... il reste 2 ou 3 questions. Donc, si vous le permettez, parce que je ne voulais pas non plus trop vous assommer, mais si vous le permettez, il y en a encore pour 4-5 minutes maximum. Mais on va continuer. De toute façon, nous, on a jusqu'à 45, donc bon, ça nous laissera alors, à peu près une demi-heure. Moi, j'ai juste 2 questions. Ça va être rapide, à moins qu'il y en ait une qui arrive encore. Après, il y aura monsieur le rapporteur et éventuellement madame la députée. Et on essaiera d'être efficace et rapide dans les questions et dans les réponses. Mais le but aussi, c'est que vous puissiez vous exprimer de façon complète. D'accord. C'est très bien. Donc, on voulait revenir également sur l'opération où le CCF a encaissé une plus-value de 2,5 milliards d'euros. Et vous précisez que l'effet d'annonce de l'entreprise, c'est d'investir 100 millions d'euros dans la pérennité de cette entreprise. Or, sur les 100 millions d'euros, déjà 80 millions d'euros sont destinés seulement au CCF. Et sur ces 80 millions d'euros, il y a 29 millions d'euros qui sont destinés à la remise en état des agences qui vont fermer. Donc, on n'est pas sur un investissement de 80 millions, mais de 50 millions d'euros. Voilà. Et le sujet, c'est qui va payer la note ? Clairement, ce sont les salariés au travers de la réduction de la masse salariale qui vont être la variable d'ajustement. Voilà. Si on en vient à la question principale de la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui, à savoir quel est le rôle des pouvoirs publics finalement, ce que nous pouvons dire, c'est que pendant toute la procédure d'information-consultation,
avant l'opération de cession d'HSBC, nous n'avons pas cessé, les organisations syndicales, de demander à connaître le projet du repreneur et ses intentions en matière sociale. Nous n'avons rien obtenu, jamais. Nous avons en de nombreuses reprises demandé à être reçus par les autorités de régulation et de contrôle, et notamment la CPR, qui a refusé, alors même que les parties prenantes, vendeurs et repreneurs, étaient reçus pour exposer leurs projets. Cette mise à l'écart des organisations syndicales, même si elle est peut-être fondée sur du légal, démontre l'absence de prise en compte de l'avis et des questions, éventuellement, et des observations ou suggestions du CSE et de ses experts. Est-ce que l'écoute, à minima, des organisations syndicales aurait amené la CPR à solliciter davantage de garanties de la part de l'acheteur Cerberus? Est-ce que l'écoute des organisations syndicales aurait permis d'anticiper cette catastrophe sociale? C'est là la question. Il faut avouer que nous ne comprenons toujours pas comment cette cession des activités d'une banque de détail d'HSBC en France, portant sur plus de 700 000 clients, 20 milliards de dépôts, 20 milliards de crédits, a pu être acceptée alors que l'acquéreur était la Banque des Caraïbes, une coquille détenue via des successions de structures par un fonds d'investissement néerlandais géré par un acteur américain, sans que le projet du repreneur soit finalisé ou que les impacts sociaux potentiels soient envisagés. Nous aurions voulu à minima être entendus. Ce n'a pas été le cas. Nous avons engagé un droit d'alerte face aux non-réponses qui n'a pas abouti. Un jugement est intervenu disant que nous n'avions aucune raison de nous inquiéter. Nous avons écrit au ministre, pensant qu'en amont de la cession, nous avons mis en œuvre tous les moyens que nous avions à notre disposition en vain. Peut-être c'est ça qu'il faut revoir. Depuis l'annonce du plan, la Driette suit notre dossier et elle a intervenu au mois dernier avec une lettre d'observation de 12 pages, un record, dont nous avons été copies. Le travail est fait maintenant que le mal est fait. Ce que nous entendons peut-être, c'est de la prévention sur ces plans. Cécile ? Donc, pour clôturer ce tour de table, nous avons évoqué ensemble des recommandations. Pour nous, il aurait été judicieux qu'un contrôle plus rigoureux ainsi que la mise en place de garde-fous soit mis en place en amont. Pour des opérations d'une telle ampleur, il est vraiment indispensable que les intentions du repreneur et les conséquences sociales de son projet fassent l'objet d'une évaluation aussi exigeante qu'approfondie. Dans de tels cas, donc, je répète, là, le plan concerne plus de 42% des salariés. Le comité social et économique ainsi que les organisations syndicales doivent être systématiquement consultés et entendus par les autorités compétentes. Leur expertise et leur connaissance du terrain sont indispensables pour garantir que l'intérêt des salariés soit véritablement pris en considération dans le processus décisionnel. Je vous remercie. Merci beaucoup pour l'intégralité de vos interventions. Comme je l'ai dit, on va d'abord vous poser 2 questions, puis après je passerai la parole à monsieur le rapporteur, puis après madame la députée Roy, je crois qu'elle a aussi des questions à vous poser. Et le but c'est d'aller plus loin dans les échanges que vous avez pu nous présenter initialement. L'une des premières personnes qui est intervenue, je suis désolé, je n'ai pas donné son nom, a parlé de sous-traitance d'un PSE. Est-ce que vous pouvez éventuellement nous mettre en avant des propositions, des idées qui pourraient éviter d'avoir
potentiellement ce type d'action. De ce que je comprends de votre argument, c'est qu'il y avait un PSE qui devait arriver, ça a été transféré à une autre structure qui avait en charge de faire la réforme et donc la réduction des effectifs. Donc déjà confirmer, est-ce que si j'ai bien compris votre propos, et deuxièmement, savoir qu'est-ce que vous préconisez pour éviter que ce type d'action puisse se passer. Et la deuxième question que je vais avoir m'a été un peu en filigrane au travers de toutes vos interventions. Vous parlez-vous plus de prévention pour éviter que des PSE puissent avoir lieu? Et donc, quel serait selon vous le type d'action préventive qui pourrait être fait pour éviter, tant faire se peut, qu'il y ait des PSE? Est-ce que potentiellement l'intégration au sein du conseil d'administration d'un peu plus de représentants du personnel et ou de syndicats pourrait être, selon vous, une des réponses à cette prévention que vous souhaitez mettre en avant? Je vous laisse répondre. Moi, je vais vous répondre sur l'externalisation du PSE, et je pense qu'on vous a en filigrane donné nos préconisations, et c'est HSBC qui, en vendant la partie réseau de distribution à une entité juridique qui s'appelle Banque des Caraïbes, a externalisé le plan social qu'il souhaitait faire sur la partie réseau de distribution. Et pour ça, il a payé 2,5 milliards d'euros. Voilà. Et comment on aurait pu éviter ça? Est-ce qu'on aurait pu totalement éviter une casse sociale? Enfin, en tout cas, de cette ampleur, certainement. Je pense qu'à un moment donné, les autorités de contrôle ont eu les moyens de donner leur accord sur cette cession. Et je pense qu'ils auraient dû prendre plus de garanties, on vous l'a dit. Donc, et ça n'a pas été fait. On n'a même pas été entendus. Nous, organisation syndicale, et le comité social d'entreprise n'a pas été reçu. Et on se posait déjà ces questions. On voyait bien qu'il y avait quelque chose d'anormal dans cette session. Un groupe, enfin une structure de même pas 200 salariés qui reprend une structure de 3500 salariés, est-ce que ça n'interpelle pas? Nous, en tout cas, ça nous a interpellés. Donc je pense que, très clairement, il y a eu une défaillance à ce niveau-là. Voilà. Je viens prendre la parole pour la deuxième partie de la question pour du conseil d'administration. Parce que justement, je suis aussi, en tant que, au niveau de My Money Bank, je fais partie je siège au conseil d'administration de My Money Bank. Mais je ne sais pas si c'est partout pareil. Celui de My Money Bank, on en a à peu près un par trimestre où je suis invité. Et je suis invité qu'à la fin, quand on fait des délibérations pour voter, mais je ne participe pas aux travaux en amont. C'est juste, on dit oui ou non, mais je reçois les documents une journée avant, mais j'ai aucun pouvoir décisionnaire. Donc peut-être que mettre plus de personnes dans le conseil d'administration, c'est peut-être utile, mais il faut aussi qu'ils aient le pouvoir d'agir et de participer en amont de ce qui va être présenté en séance de vote, on va dire. Donc pour nous, c'est peut-être pas au CA, peut-être qu'il faut mettre plus de monde. C'est déjà le CSE déjà, il a un avis consultatif. Mais pourquoi ne pas étendre cet avis, ne pas le mettre que consultatif? Il a aussi un pouvoir de décision, parce que la direction, le projet de PSE, on est en 2025, elle y a réfléchi, on va dire milieu 2024. Mais dès le départ, pourquoi on n'a pas été inclus dedans pour donner des idées, trouver des solutions? C'est peut-être utopique ce que je dis, mais c'est vrai que nous, quand quelqu'un dit qu'il va supprimer tel poste, il ne sait pas réellement si ce poste, le temps de travail que fait la personne. Souvent, ce genre de décision est pris en haut lieu. Le directeur général, il en parle juste à son staff qui est juste en dessous. Mais ce staff ne va jamais, n'a pas les mains sur le clavier et ne sait pas vraiment ce qui se passe en bas dans l'entreprise, quoi. Donc ils prennent des décisions théoriques, mais ils ne vivent pas vraiment la charge de travail ou le quotidien des salariés. Donc sans mettre plus de monde au conseil d'administration, il existe déjà, le CSE existe déjà, il faut juste étendre son pouvoir peut-être. Mais je suis nouvellement élu, donc peut-être que j'ai des collègues de l'Assemblée qui ont d'autres idées.
Mais vu de mon expérience nouvelle, je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être... On pourrait nous donner plus de pouvoir, surtout comme j'ai dit en préambule, lors du PSE, on est aussi accompagné d'experts qui sont indépendants de la société et qui ont donc un regard neutre. Ils voient tout de suite, dans ce qu'il y a dans le plan, qu'il y a des choses qui ne vont pas. Quand on demande des chiffres, pour faire officiellement, un PSE, c'est pour faire des économies à l'entreprise, pour qu'elle aille mieux. Mais quand on leur demande, cette mesure, elle coûtera combien, pour faire économiser combien, en ce moment, on ne sait pas encore. Donc, on a l'impression que on avance à tâtons, quoi. On verra bien. Merci, Président. Je crois qu'il y a 2 personnes qui vont prendre la parole, puis après, on laissera la parole à Monsieur le rapporteur, parce qu'il faut que chacun puisse, chez vous, s'exprimer, que chacun des députés puisse aussi. Allez-y, je vous en prie, madame. Oui. Juste pour rebondir sur le conseil d'administration, je siège également au conseil d'administration et je confirme, c'est pas le même, c'est le conseil d'administration CCF. Je vous confirme que nous nous sommes conviés qu'au moment des délibérations, c'est trop tard pour s'exprimer. Le PSE n'a même pas été abordé à aucun conseil d'administration sur tout 2024 en fait. La seule chose qu'il y a eu, c'est au mois de novembre, une question qui a pris 3 minutes, qui a dit « Êtes-vous d'accord, mesdames et messieurs, pour investir 100 millions pour économiser 200 millions par an ?» Et à aucun moment, le PSE n'a été discuté, échangé en conseil d'administration. Il a fallu que j'écrive pour pouvoir y participer physiquement avec les autres membres du conseil d'administration. Ils étaient réunis en salle et je découvrais en Teams qu'ils étaient tous ensemble, sauf les élus. Avec Karine, on a écrit. Donc, le conseil d'administration, oui, c'est intéressant, mais si on y participe vraiment. De même que nous avons alerté la dernière fois sur les risques psychosociaux, dans les minutes qui ont été votées la fois d'après, l'alerte avait disparu. Elle n'était pas mentionnée. Les propos n'avaient pas été repris dans le compte-rendu. Or, c'était une alerte assez longue et pesée sur nos craintes dans l'entreprise. Donc, c'est pas certain que ce soit la seule solution, le conseil d'administration. En revanche, l'écoute des autorités, comme le disait Sandrine, ça c'est essentiel. Que l'on puisse au moins soulever les questions qui ne seraient pas vues, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas vues, notamment en termes de conformité, en termes de risque de conformité, de risque sur les fraudes, etc. Le fait de supprimer toutes les lignes de défense, ça peut apporter d'autres sujets encore de risque au sein de l'entreprise. Ça, il aurait fallu qu'on puisse s'exprimer là-dessus. Et c'est dommage que la CPR ne nous reçoit pas. Et je pense qu'elle s'est appuyée sur un texte légal qu'elle n'avait pas forcément à le faire. Hein. C'est pas que c'était pas juste du bon vouloir, c'est que c'était pas prévu. Donc là-dessus, il y a besoin d'une évolution. Je crois que Madame Deschênes voulait parler aussi. Sur le même sujet, toujours sur le conseil d'administration et en réponse à votre question. Effectivement, pour moi, il est fondamental qu'il y ait plus d'introduction de salariés au sein aujourd'hui des différents conseils d'administration. C'est une question de priorité, notamment quand on se retrouve confronté à des plans de cette ampleur. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, vous avez donc 2 personnes chez nous qui siègent au conseil d'administration, qui sont donc représentants du CSE. Mais ce qu'il faudrait faire, et je pense que vous avez un rapport que vous avez très certainement déjà lu et que vous connaissez, que je vous invite à reconsulter, qui est le rapport qui a été remis à Bruno Le Maire en 2018, donc qui est fait par Jean-Dominique Sénard, donc patron de Michelin, pour ne pas refaire l'exercice d'hier, et de Nicole Notat. C'est un excellent support qui explique parfaitement pourquoi aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, par rapport à un tissu industriel et un tissu donc dans le métier de la banque et dans tous ces métiers qui sont en transformation, me semble incontournable. Faites en sorte, messieurs, c'est une demande, de mettre plus d'administrateurs salariés. Ce sont des salariés de terrain, ce sont une contribution précieuse parce qu'ils ont cette compréhension. Les enjeux, ils les connaissent. Ils participent aux organisations également, aux orientations stratégiques. Et ce sont des connaisseurs de leur métier et de leur secteur. Donc vraiment, si jamais j'avais une demande sur cette question-là, oui, allez-y, à fond.
Merci pour vos différentes réponses. Monsieur le rapporteur. Écoutez, merci d'abord. Merci à vous de votre présence, de vos propos qui, par ailleurs, ont répondu à beaucoup de questions qu'on se posait avant de vous recevoir, mais ce qui est précieux. Vous exprimez aussi notre soutien face à l'épreuve. Je notais la temporalité parce que dans beaucoup de nos travaux revient cette question de la temporalité entre le moment où un plan social peut être conçu, pensé, et puis le moment où il est annoncé. Vrai problème dans cette temporalité-là, puis ensuite le moment de l'exécution. Et vous, entre le 2021-2024, le repreneur, etc., bon, il y a une temporalité dont nous mesurons, je crois, l'angoisse qu'elle suscite et qui contribue aussi à la dégradation des conditions de travail et qui contribue aussi à la tension. Et je rejoins ce que vous disiez, pour qu'il y ait dialogue social, il faut qu'il y ait représentation des forces sociales, il faut qu'il y ait volonté réciproque de dialogue. Et dans la situation que vous nous décrivez, il y a un fonds qu'on pourrait appeler fonds vautour, quoi, qui est pas dans une démarche même pas de dialogue social, mais à minima d'humanité. Bon, vous direz peut-être la nature des échanges humains et des interactions humaines que vous avez, ça peut nous intéresser. Mais voilà, je voulais commencer par ça parce que je crois que c'est précieux. J'avais quelques questions pour faire suite à ce que disait, à la question du président sur votre propos sur l'externalisation du plan social, qui est un cas en plus qu'on voit dans d'autres situations, d'autres entreprises, et donc qui est assez parlant. Pour prolonger sa question, est-ce que vous estimez que si ce plan social, puisque vous l'avez dit, il y aurait eu pas quoi qu'il arrive, mais il y avait une velléité de casse sociale de la part de HSBC déjà. Si le plan social avait été fait, organisé, négocié sous HSBC, pardon, je vais y arriver, excusez-moi, je suis confus, est-ce que vous considérez qu'il aurait été, on n'est pas encore à la fin de la discussion, mais qu'il aurait été meilleur pour vous? En tout cas, est-ce que vous estimez que les termes de la négociation et de la discussion auraient été plus favorables aux salariés concernés? C'est une très bonne question, monsieur le député, que vous posez. Vraisemblablement, oui, pour au moins une raison. C'est que c'est pas à vous que je vais l'apprendre, mais lorsqu'un PSE est mis en place, les moyens qui lui sont alloués le sont au regard des moyens du groupe. Or, si HSBC France, à l'époque, a hurlé sous tous les toits que son réseau était déficitaire, et là encore, il y aurait beaucoup à dire sur la véracité de ce déficit. Les moyens qui auraient été mis à disposition de cette restructuration n'auraient pas été faits au regard d'HSBC en France, ni même au regard d'HSBC en Europe, mais au regard d'HSBC Group. Or, HSBC Group, c'est peu ou prou 12 milliards de bénéfices par an. Lorsqu'on ramène ces moyens au niveau du CCF, même si le CCF, là aussi, de manière plus ou moins artificielle, annonce des pertes, puisque c'est ce qui justifie des PSE. On a notre CIO qui hurle au loup à chaque fois qu'il en a l'occasion, en nous rappelant, effectivement, comme disaient mes collègues, on perd 500 000 euros par jour avec sa faconde italienne, on perd 500 000 euros par jour, alors que dans les faits, si on regarde uniquement d'un point de vue comptable, c'est 100 000 euros par jour. Et vous allez me dire, c'est beaucoup, 100 000 euros par jour. Mais si on regarde là aussi dans les faits, la véracité des faits, c'est que le CCF, en 2024, a fait 2,3 milliards d'euros de bénéfices liés à la plus-value réalisée par la cession d'HSBC à Cerberus. Toute la légitimité de l'investissement est là. C'est bien là toute la question. Oui, HSBC n'a pas fait le boulot, ça c'est clair. Ils ont préféré. Et pourtant, Dieu sait que certains autour de la table ont travaillé sur de nombreux projets de restructuration au sein d'HSBC. HSBC a repris le CCF canal historique, comme diraient mes ancêtres corses, en 2000. Et il y a eu des restructurations qui ont concerné nos collègues de GBM, c'est les activités de marché, nos collègues du monde d'entreprise, nos collègues du monde de l'informatique, mais comme par hasard, jamais du réseau. Alors, ce n'est pas un hasard. Le réseau, c'était la vache à lait pour HSBC France. Ça a servi de vache à lait, très clairement. Donc, ils ont délégué le sale boulot à Cerberus, qui en a saisi l'aubaine, qui ne prendrait pas
2,5 milliards de bénéfices pour 1 euro. Moi, j'ai fait une contre-offre à 2 euros. Elle a été refusée. C'est dommage. C'est dommage. Mais 1 euro d'investi, on vous donne 2,5 milliards d'argent frais, de cash. C'est intéressant. Et puis, on vous passe des 20 milliards d'actifs, 20 milliards de dépôts qui ont été transmis, les 15 milliards de crédits qui ont été transmis, plus le cash. 7 milliards. 7 milliards de cash qui aujourd'hui ne sont pas placés au CCF. Ils sont placés à la tête de la holding, promontoria, sous forme de fonds investis notamment dans les fonds de la BCE, qui rapportent, je crois, de mémoire, entre 300 et 400 millions de dividendes par an. Par an. Tout à l'heure, on parlait du risque. C'est une notion très concrète pour nous banquiers, le risque. Il faut savoir que le parti qui a été pris par notre CIO est de dire j'élimine la première défense, la première ligne de défense, en prenant le pari présupposé de dire je prends le risque de 1%. Je prends 1% de risque. 1% de risque, donc potentiellement 1% de perte, ramené à la taille du bilan de CCF, c'est 300 millions d'euros. 300 millions d'euros qui sont pris, dont le pari est pris de mettre à la poubelle juste au nom de la diminution de poste. Est-ce que cet argent n'aurait pas pu être investi de manière plus intelligente? C'est une question qu'il est légitime de se poser. Donc, pour en revenir à votre question, monsieur le député, oui, le plan aurait été nettement plus favorable s'il avait été fait chez HSBC, au regard des résultats du groupe. Il faudra que les pouvoirs publics soient extrêmement attentifs, et je sais que la DRIETS y est particulièrement attentive, sur les moyens qui seront alloués, parce qu'il ne faudra pas les regarder au nom d'une perte affichée de l'ordre de 100 000 euros par jour, mais d'un bénéfice réalisé de 2,3 milliards d'euros, de près de 7 milliards d'euros d'actifs placés, qui rapportent eux-mêmes 300 à 400 millions d'euros par an, d'un vrai trésor de guerre. Nous, ce que nous demandons, c'est effectivement qu'une partie de cet argent-là ne soit pas forcément investi dans le PSE, mais soit investi dans l'avenir de la banque. Notre objectif, c'est de nous assurer que le CCF ne sera pas une simple comète dans un ciel d'été, mais va s'inscrire de manière durable dans le futur. C'est ça notre priorité à tous. Merci. Je voulais juste compléter les propos d'Éric, effectivement, et vous apporter aussi l'autre perspective de My Money Bank. Effectivement, si le plan avait été effectué au sein d'HSBC, My Money Bank n'aurait probablement pas subi le plan social qu'il connaît aujourd'hui. Donc effectivement, par ricochet, My Money Bank subit, j'allais dire, les impacts en fait de l'intégration du CCF. Effectivement, My Money Bank a connu aussi, j'allais dire, l'impact de l'augmentation du taux d'usure, etc. Mais la RCC qui avait été mise en place avait été faite justement dans la perspective d'améliorer les résultats. Et effectivement, que se serait-il passé si CCF n'avait pas été intégré? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, My Money Bank est bénéficiaire, mais a aussi engagé beaucoup d'investissements pour faire de cette intégration une réussite. Et sans compter aussi, et là je parle au nom de tous, c'est l'ascenseur émotionnel pour tous les collaborateurs qui se sont vus offrir, j'allais dire, un espoir de perspective, d'évolution, de développement, pour qu'un an après, finalement, tout tombe à l'eau. Non, allez-y, si vous voulez. Pardon. Juste compléter sur un point, nous avons 2 experts. Les 2 experts ne comprennent pas ce que souhaite faire l'entreprise et ne comprennent pas comment la réorganisation peut en faire une entreprise durable. C'est-à-dire que soit nous allons être revendus dans la foulée et adosser un groupe qui aura les moyens de prendre en charge tous les postes supprimés, toutes les fonctions supprimées, soit ils ne comprennent pas notre avenir. Donc là, on parle aussi d'un potentiel PSE futur. Et là, il faut se remettre dans le cadre de la prévention et voir comment on peut éviter ça. Mais effectivement, s'il n'y a pas 1 euro qui est réinvesti sur l'avenir,
On ne voit pas comment on pourra tenir. Et les 2 experts que nous avons nous disent exactement la même chose. Ma question, c'est mon avant-dernière question, elle prolonge votre réponse. Est-ce que vous avez des informations sur, à travers de ce que je perçois être un dialogue social, pour le dire gentiment, défaillant, pas dire inexistant, est-ce que vous auriez des informations sur l'horizon d'investissement de Cerberus dans le cadre de sa stratégie concernant le groupe CCF? Et je vous explique le sens de ma question. C'est ce que vous pensez que le fonds envisage une revente dans les prochaines années, une fois que la rentabilité espérée aura été obtenue au détriment et au prix du sacrifice de l'emploi dont nous avons parlé? Non, mais ça a même été clairement dit, hein. Parce qu'avant que M. Nicolo Ubertalli reprenne les rênes, on a eu un monsieur qui s'appelait Éric Chéadet, qui était donc à l'origine du plan de cession, et qui a clairement dit que l'objectif de Cerberus, c'était de revendre à moyen terme l'entité avec une plus-value. Donc, dès que l'entité est rentable, l'objectif, c'est de le revendre. Ça a été clairement annoncé. On le sait tous autour de la table que l'objectif, c'est de revendre cette entité. Il avait même un trait d'humour à l'époque en disant et puis si c'est formidable, si ça marche, peut-être qu'on pourra envisager une introduction en bourse. Enfin, c'était démesuré. On sait très bien, on en est tous conscients, qu'on va être revendu à un moment ou à un autre. Pour compléter ce que vient de dire ma collègue Frédéric, on a déjà des difficultés à comprendre leur stratégie à court terme. Donc à long terme, on a juste des probabilités qui sont fortes. Voilà. Donc on s'attend à une revente. Mais on n'a pas de certitude, mais des probabilités. La question, c'est quand? Parce que la revente, c'est une certitude. Par contre, sera-t-on capable de revenir à rentabilité avant la revente? Là est la question. Parce que le plan tel qu'il est structuré aujourd'hui ne nous permet pas de nous projeter à 7 ans. Ce qui est un peu le discours actuel qui nous dit le groupe Cerberus peut conserver des entreprises, les banques, 7, 8 ans, 10 ans. Sauf que la façon dont nous serons structurés demain ne nous permet pas de tenir 7 ans. Donc, et l'inquiétude, c'est pas tant finalement est-ce qu'on va être revendu ou pas, c'est à quel moment et dans quel état. Pour revenir sur la question de la revente éventuelle, c'est vrai qu'on ne sait pas. Par contre, on a l'impression que ce qui nous est présenté en ce moment, je parle pour le périmètre de My Money Bank, parce qu'on a les documents que pour My Money Bank en tant qu'élu My Money Bank, et les élus CCF n'ont accès qu'aux documents de CCF. Mais nous, à notre niveau, on a l'impression que ils ont fait, les chiffres qui sont donnés font en sorte que ça peut peut-être marcher quelques mois. C'est beau juste au moment d'une vente, mais par contre, ça tiendra pas. Mais il ne faudra pas être là non plus pour après, quoi. Ça fera beau sur le papier pendant quelques temps. Il ne faudra surtout pas y toucher, parce qu'après, ça va être bancal. Mais parce par exemple, pour les réductions au niveau de l'IT, au niveau de ce PSE, au niveau de l'IT My Money Bank, il y a un gros pourcentage de suppression de postes. Et les budgets qui sont mis, pour le rationnel de cette opération, c'est-à-dire que l'IT coûtera moins cher. Mais l'IT coûtera moins cher, mais ils se contentent de dimensionner le budget de fonctionnement que pour le fonctionnement. Dès qu'il y aura un nouveau projet, on ne sait pas combien ça coûtera. Donc, celui qui va acquérir ça, il verra à un instant T que l'IT ne coûte pas cher, c'est beau, sauf qu'en réalité, c'est juste le forfait de base, quoi. Dès qu'il faudra faire des évolutions, on sait que dans la banque, il y a des nouvelles réglementations, il y aura des choses à faire évoluer, plus l'intelligence artificielle qui va arriver. Il y aura plein de transformations au niveau de nos outils. Ça va coûter cher de mettre en place tous ces outils, mais on ne sait pas combien ça va coûter. Donc, le futur hacker, s'il y en a un, il sait qu'à un instant T, il achète une boîte avec un budget de 100, mais le 100, c'est que pour faire le run. Il n'y aura rien d'autre. Dès qu'on voudra augmenter, faire un nouveau produit, développer autre chose ou quelque chose qu'on ne sait pas encore, parce que, comme je dis, les réglementations peuvent changer, il faudra passer par les prestataires, donc on connaît pas leurs tarifs. Et donc, le budget ne tient pas. Donc, l'économie qui est présentée pour ce PSE,
C'est une fausse économie, c'est une économie de façade. Il n'y a pas la vision vraiment de ce que coûtera l'informatique dans la vie réelle de l'entreprise. Et ça, c'est si tout se passe bien. Merci. J'ai une dernière question et peut-être un peu original dans ce cadre-là, mais puisque vous faites état d'un dialogue social compliqué, nous avons l'opportunité d'interroger le président directeur général dans une dizaine de minutes maintenant. Donc c'est peut-être l'occasion pour vous de nous dire quelles questions vous considéreriez comme pertinentes, essentielles qu'on lui pose, au-delà de celles évidemment que nous avons prévues pour nos réflexions globales sur nos travaux, mais quelles questions, dans la situation qui est la vôtre, tout en étant évidemment en lien avec les travaux de cette commission d'enquête, pourraient vous sembler pertinentes, utiles et nécessaires? Alors, monsieur le député, j'en ai une seule. Une qui nous brûle les lèvres et qu'on ne cesse de poser depuis le 4 décembre. Et si vous arrivez à avoir la réponse, merci de nous la communiquer. Demandez à notre CIO qu'il vous présente son projet industriel. Demandez à notre CIO qu'il vous explique sa vision du CCF de demain. Demandez à notre CIO comment le CCF sera rentable. Demandez à notre CIO comment il peut se projeter dans le futur, comme il aime bien le faire, parce que je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit le collègue, mais il n'a de cesse, et je vais vous spoiler un peu ce qu'il va vous dire, mais il va vous dire, mais attendez, Cerberus, c'est un capitaine d'industrie, Cerberus, c'est un investisseur. La preuve, c'est le seul exemple qu'il pourra vous citer. Il a acheté une banque en Autriche qu'il possède toujours depuis 7 ans. Et à partir de cette exception, il en tire une règle. Demandez le projet industriel du CCF de demain. Nous le demandons en tant qu'élus au CSE. Nous le demandons en tant que délégués syndicaux et porteurs des organisations syndicales. Nous le demandons par la voix de nos experts. C'est un silence assourdissant que nous avons en retour. Aucune visibilité. Aucune vision. Une belle storytelling. Quand le CSE s'est réuni de MMB et le CSE du CCF se sont réunis le 4 décembre pour prendre connaissance, pas le 4 décembre, le 7 janvier, le 7 janvier, pour le lancement du parcours officiel du PSE. On nous a remis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament réunis, 1800 pages. Sur ces 1800 pages, le business plan, c'était 2 pages avec 8 histogrammes en couleur, je vous l'accorde. Demandez-lui de développer ces 2 pages et qu'il vous parle du CCF de demain. On est preneur. Mais pas des histoires. Mais pas du discours, du concret. Du concret. Comment va se passer la vie des agences demain? Comment avoir un retour à meilleure rentabilité sans investir? C'est ce que vous disait Sandrine dans ses propos liminaires. 80 millions d'investissements. Alors 80 millions, c'est au mieux. Hein. On dit entre 70 et 80 millions d'investissements pour une banque. Pour une banque. Je prenais l'exemple en CSE de l'hôpital d'Aix-en-Provence. C'est ma région. Je suis Marseillais, peut-être que vous l'entendez. L'hôpital, petit hôpital, Aix-en-Provence, ce n'est pas une grande ville. C'est une très jolie ville, mais ce n'est pas une grande ville. Eh bien, lorsqu'ils ont refondé leur système informatique, ils ont investi 15 millions. Juste pour le système informatique. Et nous, on veut nous faire croire, on veut nous vendre l'histoire de on va investir 80 millions et on va repartir. On va investir 80 millions et on va créer une banque rentable. On va investir 29 millions dans l'immobilier pour rénover les agences. On s'est frotté les mains. On s'est dit super. On va investir 30 millions pour rénover les agences. Quelle fut pas notre surprise il y a 15 jours lorsqu'on a appris que sur ces 29 millions, la quasi-totalité était bien destinée effectivement à rénover les agences, mais les agences qui vont être fermées. Pour les restituer. Pour les restituer à leur ancien propriétaire. Où est l'investissement? Où est l'investissement productif? Où est la valeur capitale? Chez Adam Smith, elle est où? Elle est inexistante. On en est à mettre du scotch sur les rideaux dans les agences, mais c'est vrai, hein, concrètement, à mettre, pour faire tenir le logo CCF par-dessus celui d'HSBC, quand il n'y a pas sous celui d'HSBC, la banque de Gbagbo ou la banque Hervé ou que sais-je encore. Non, messieurs et mesdames les députés, on en est là. On
On parle d'une banque. J'ai beaucoup de respect pour le commerce en général, mais on n'est pas là à dire on va vendre un fonds de commerce d'une boucherie ou d'une boulangerie. On parle de l'avenir de 1400 salariés et au-delà de ça, de l'avenir d'une banque qui était qualifiée de systémique du temps où elle était chez HSBC France. Il faut juste remettre les choses dans ces perspectives-là. Donc, la seule question, monsieur le député, monsieur le CIO, où est votre business plan? Merci. Monsieur le rapporteur, je crois que vous aviez une dernière question que vous voulez poser. Non, toute dernière, mais dans ce cas-là, peut-être sera dans les éléments que vous nous transmettrez, parce que je veux inciter, notre commission d'enquête, elle vise à observer comment les pouvoirs publics agissent, n'agissent pas, doivent faire autrement. Vous avez évoqué un échange épistolaire avec le ministre. Si vous en avez la date maintenant, mais sinon si vous pouvez nous communiquer à la fois cet échange, la date, et il nous intéresse de savoir l'ensemble des échanges que vous avez eus avec des représentants de publics. Alors vous avez parlé d'un certain nombre d'administrations, mais avec les représentants, parce qu'on parle quand même de beaucoup d'emplois et connus de façon médiatique, avec les représentants gouvernementaux pour savoir à la fois l'implication et que nous puissions ensuite éventuellement leur demander quelles réponses eux ils ont obtenues de la part de la direction, quelles démarches ils ont entreprises pour préserver au maximum l'emploi et faire entendre la voix de l'intérêt général. Oui. Vous voulez qu'on envoie par écrit, mais sinon c'est vrai qu'on a envoyé, on a rencontré plusieurs députés, sénateurs, ministres, maintenant dans le cadre du plan, pour pouvoir faire bouger et alerter sur la situation actuelle. Donc à la fois sur le plan, sur le ministère du Travail, sur le plan du PSE lui-même, et puis sur les risques psychosociaux dans l'entreprise, mais aussi au ministère de l'économie, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, pour alerter justement sur les risques qui pèsent sur l'entreprise si on n'agit pas, et sur le risque de futurs plans sociaux, quoi. Voilà. Mais on vous fera un résumé. Exactement, avec la réponse aux questions que vous allez nous transmettre après. Madame la députée Roy, je crois que vous vouliez aussi poser une question. Oui, merci de me donner la parole. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous remercie de participer à cette commission. Je viens de regarder dans ma circonscription, dans mon département de Lyon, il n'y a pas d'agence de votre banque. Si, il y en a une? Non, hein, on est bien d'accord. En fait, ma question, j'ai entendu tout ce que vous avez dit, j'ai entendu les questions de mes collègues, elles sont intéressantes, vos réponses sont extrêmement intéressantes. Je voudrais, et vous êtes manifestement, clairement impliqué dans votre métier, et c'est très important. Alors, en tant que banquier, je vais le dire comme ça, je ne connais pas le détail de vos parcours professionnels, mais en tant que banquier, ici nous sommes législateurs, vous êtes au sein du pouvoir législatif. Vous avez expliqué les difficultés auxquelles vous êtes en train de faire face. Moi, je voudrais vous poser la question pour l'avenir. En tant que banquier, comme professionnel de cette activité économique-là, qu'est-ce que nous, législateurs, nous pouvons faire, nous pouvons prévoir, nous pouvons essayer d'organiser pour que des banques, et en particulier des banques avec des agences dans toutes les circonscriptions, puissent vivre, survivre et être rentables. Parce que vous offrez un service fondamental pour l'essentiel d'entre nous. Nous, en tant qu'habitants, nous avons besoin de vous. En quoi, nous, législateurs, pouvons-nous vous aider dans l'avenir pour que tout ça puisse se mettre en place à la satisfaction de tout le monde? Alors, je sais, ma question est très... Comment dire? Elle vise un monde idéal. Mais si on ne cherche pas le monde idéal, on n'arrivera jamais à rien. Enfin, c'est ce que je pense. Donc, si vous pouviez essayer de m'éclairer, essayer de nous éclairer. Je me lance. Votre question est très vaste, madame la députée, et très pertinente à la fois. Un des aspects sur lesquels les pouvoirs publics peuvent effectivement éviter les cas sociaux à venir est plus qu'au problème dans le milieu bancaire. Il faut être conscient. Et éviter la diversification du monde bancaire au sein du monde plus ou moins rural, on va dire. C'est de s'assurer dans le futur
que le type d'opération dont nous avons été les victimes collatérales ne se reproduisent pas, ou en tout cas sont mieux encadrés. Il nous semble quand même que, je ne sais plus lequel de mes collègues est intervenu sur ce sujet-là, mais lorsqu'on a sollicité l'avis de nos organismes de tutelle, et quand en retour on a eu un silence assourdissant, c'est là où le bas blesse. Parce que nous aurions pu alerter à ce moment-là et dire attention, warning, on va vers quelques difficultés à venir. Or, c'est vrai qu'on est dans un monde capitalistique, qui est le nôtre, et dans lequel c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est ainsi que ça marche partout dans le monde, sauf dans quelques rares pays. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'autre système qui a été mis en place et qui a pu perdurer de façon durable. Et donc, votre travail, votre objectif prioritaire, c'est, je suis désolé, je vais répéter ce que je disais tout à l'heure, mais c'est de penser effectivement, au-delà de la sauvegarde des agences bancaires un peu partout dans la France, c'est de penser à sauvegarder les emplois. Et pour sauvegarder les emplois, il faut permettre au pouvoir public que vous êtes d'être un peu plus intrusif dans le monde du business, même si c'est compliqué, je vous l'accorde. Et pour les partenaires sociaux que nous sommes, autre chose qu'une simple croix à mettre dans une case, ça c'est fait. Mon collègue d'MMB parlait du parcours social du CSE en disant qu'il fallait que le CSE ait plus de pouvoir, même si c'est un mot que je n'aime pas. Mais j'en ai pas d'autres qui me viennent d'esprit, je suis désolé. Sans rentrer dans la cogestion, comme on peut être dans les pays scandinaves ou en Allemagne, mais qui ait plus de possibilités pour les partenaires sociaux que nous sommes d'avoir un rôle de contrôle. Et en croisant votre pouvoir politique et notre pouvoir social, je ne veux pas dire qu'on limitera les risques à zéro, mais en tout cas, en réduire en tout cas significativement les impacts. Parce qu'au final, qui paye? C'est vous, c'est nous, c'est moi, c'est la société. Qui paye la casse sociale in fine? L'argent gratuit n'existe pas. Nous sommes des banquiers, pour la plupart, nous sommes effectivement des banquiers, et on sait tous que l'argent gratuit n'existe pas. Et au final, pourquoi ce serait à la société de supporter les risques parfois inconsidérés pris par une poignée de décisionnaires vus d'en haut et qui lancent des projets qui ne tiennent pas la route? Vous savez, en géométrie, il y a un problème assez simple. Lorsque vous prenez une pyramide, plus vous montez vers le sommet, moins vous voyez à la base. Et lorsque vous êtes en haut de la pyramide, la base, vous ne la voyez plus du tout. Voilà. Il faut que chacun reprenne le sens des réalités et que chacun l'exerce dans ses moyens, dans ses capacités. C'est à vous de nous aider, c'est à nous de vous aider pour que collectivement, nous ayons cette audace-là qui nous permettra de sauver demain les emplois et qu'éviter que la prophétie d'Alain Menck et de Nora se réalise et que la banque, aujourd'hui, devienne la sidérurgie d'hier. Je voudrais juste ajouter quelque chose, puisque votre question, c'est de savoir comment une agence puisse vivre et être rentable. Mais en fait, on a déjà des agences, parmi les agences qui ferment, on a des agences qui sont rentables. On n'a pas la justification économique et financière pour chaque agence de savoir pourquoi elle ferme. Donc on a des gens de terrain, des directeurs d'agences qui sont intervenus et des organisations syndicales qui sont intervenues sur certains territoires pour maintenir des agences qui sont rentables, en prouvant avec le PNB, etc., que cette agence était rentable. Donc en fait, c'est plutôt agir en amont pour ne pas fermer des agences qui sont rentables. Et là, on s'aperçoit que sur les 87 agences qui ferment, eh bien, il y en a un certain nombre qui le sont rentables. Donc déjà maintenir ce qui est rentable avant de penser à savoir comment une agence peut être rentable. Enfin, je pense qu'il est là le problème. Et je pense que c'est pareil pour la BNP ou pour les autres grands établissements qui ferment des banques. Il faut que ces banques justifient pourquoi, économiquement, elles ferment ces agences, puisqu'elles sont rentables, si ce n'est que pour faire des économies d'échelle et retrouver une rentabilité encore meilleure. Vous voyez, il est là le problème, je pense.
pour compléter ce que vient de dire Frédéric, c'est exactement ça. C'est pas des aides complémentaires. En fait, les agences sont rentables. En fait, c'est au nom de plus de rentabilité, finalement, que certaines agences ferment. Donc, si les pouvoirs publics peuvent avoir un rôle, c'est une entreprise décide de licencier, de faire. En contrepartie, il y a peut-être des garanties. Et puis, les banques ont un rôle économique très important. Et peut-être qu'il y a des contreparties. Les banques perçoivent des aides également, il ne faut pas les oublier, sur plusieurs sujets. Et peut-être qu'en contrepartie de ces aides, il faut demander des garanties, et notamment d'exercer leur rôle économique local. Et effectivement, on a des salariés au CCF qui sont surimpliqués et qui se battent pour conserver, parce qu'ils aiment leurs clients et ils se battent vraiment. Ils ne voient pas que l'aspect personnel. Vraiment, ils se battent pour maintenir les agences localement. Là où ça a fonctionné, c'est quand également certains députés se sont mobilisés et ont rencontré le CIO de l'entreprise pour demander de maintenir des agences rentables. Ce n'était pas une question, je maintiens, c'est peut-être un petit peu moins rentable que certaines, mais elles sont rentables malgré tout. Donc, c'est des contreparties qu'il faut demander. On est un acteur économique dans la société. Merci. On a déjà dépassé de presque 10 minutes le délai qui nous était imparti. Juste une petite réaction personnelle, Monsieur Bouet, si vous me permettez. Vous dites qu'il faut plus de contrôle et sans aller jusqu'à ce comme ça se passe en Allemagne ou dans les pays scandinaves de cogestion. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à se rapprocher de ce qui se passe dans ces pays-là. Je crois en l'intelligence collective et je crois qu'on a tout intérêt demain à ce que chacun et chacune au sein de l'entreprise, en fonction de ses responsabilités, tire ensemble au développement de l'entreprise avec une répartition de la richesse entre l'actionnaire, parce qu'il faut qu'il y ait un actionnaire, entre l'investissement et entre les salariés. On va essayer. Je vous remercie à chacun et à chacune d'entre vous d'avoir été présents. Bien entendu, je partage ce qui a été dit par mes collègues avec une pensée importante pour l'ensemble des salariés, qu'ils soient inclus ou pas, parce que je pense que tous les salariés de l'entreprise aujourd'hui sont inquiets de la situation auxquelles ils sont confrontés, les salariés, leurs familles, leurs proches. Là, une pensée à chacun et à chacune d'entre vous. N'hésitez pas à nous transmettre les réponses écrites aux questions qu'on a vu vous poser, ainsi que tous les autres documents que vous jugez utiles de nous joindre, ainsi que les documents qu'a demandé Monsieur le rapporteur. Merci à chacun et à chacune d'entre vous. La séance est levée.